Hier, l'un des nôtres a tenté de se suicider. Il a été conduit à l'hôpital depuis. Que Dieu soit loué. Faites qu'il revienne sain et sauf. Actuellement, nous sommes sous les bombardements. Mines, drones, creusement de bunkers. Nous transportons des planches de bois dans une forêt infestée de mines. Voilà, ces hommes donc pris, ils sont visiblement démunis, ils sont apeurés. Alors on ne parle pas des rebelles outils complètement aguerris au maniement des armes. On parle de populations qui ont été donc, on leur a proposé visiblement des contrats en Russie et ils ont été appâtés par ces contrats. Regardez, les Yéménites ont été amenés par la ruse en Russie. Ils ont signé des contrats d'enrôlement qu'ils ne savaient pas lire. On leur promettait donc des emplois dans le domaine de la sécurité, par exemple. On leur promettait un bon salaire, on leur promettait la nationalité russe. Surprise, quand ils arrivent en Russie, eh bien on les met des armes à la main et ils partent combattre sur le front. Ça, ce sont des informations du Financial Times, mais souvent, nos experts russes nous disent « Ah mais non, mais c'est connu ça, hein. La Russie enrôle des hommes comme ça, malgré eux. » On a trouvé ces modèles napoléoniens. On a besoin d'hommes, on va les chercher, puis voilà, on les fait boire un petit verre de vin rouge, et puis alors, eux, c'est pas leur cas, mais c'est le même système, en fin de compte. Il faut savoir que les Russes le font depuis le début de la guerre. Rappelez-vous Wagner, il y avait des Népalais. Il y avait une compagnie de Népalais qui avait été identifiée. Ouais. Et dans les combats qui ont été menés en Libye entre 2019 et 2020, contre les Turcs, à l'origine, et puis contre les forces de Tripoli, il y avait 5000 Syriens qui avaient été recrutés. Donc c'est une vieille habitude, en fait, je dirais, de recruter des étrangers, ça économise des effectifs. D'autant que, depuis le début de la guerre, Poutine, il pratique ce qu'on appelle l'économie des moyens. Donc il pratique depuis le début de la guerre, d'ailleurs même dans la sémantique, lorsqu'il parle d'opération militaire spéciale, il dit pas c'est la guerre. Et donc ça veut dire opération militaire spéciale, ça veut dire que vous restez à un niveau le plus bas possible, donc un minimum de Russes, pas de mobilisation générale, donc on reste vraiment sous le radar. Et pour compenser les pertes, et pour compenser les moyens, et les hommes, enfin pour compenser le besoin d'hommes nécessaires pour aller au combat, de ce qu'il en faut, on pense qu'il y a à peu près 600 000 à 700 000 Russes sur le front en Ukraine, mais il faut bien les trouver quelque part. Donc là, c'est de la piétaille qu'on a trouvé comme ça, on les a mis là-dessus. Bon, c'est ce qu'on appelle, pour le coup, c'est vraiment de la chair à canon. La chair à canon. Ah, oui. Ça ne vous étonne pas, Hélène Blanc, en tout cas dans la manière? Non. Pas du tout, parce que c'était déjà le cas depuis bien avant Poutine, d'après ce que je sais, pour les soviétiques. Mais là, si vous voulez, comme on sait que Poutine est capable de tout, ça n'a rien d'étonnant. On les a trompés. On leur a promis monts et merveilles, et puis en réalité, on n'a pas tenu parole. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous attendez d'un dictateur, franchement? Vous croyez qu'il va raconter la vérité? Mais jamais, surtout Poutine. Ça, en mensonge, il est pas mal, hein. Non, parce quand on lit ces informations, quelquefois on dit bon, la ficelle est un peu grosse, ça fait vraiment cliché, vraiment il est prêt à tout et tout, mais oui, mais c'est ça la réalité. C'est ça le problème, et c'est que, encore une fois, on a la confirmation que la vie, pour lui, c'est zéro, ça représente rien, que ce soit une virus, malheureusement, ou une vie étrangère. Alors là, encore moins. Ouais. Mais je veux dire, il n'a aucun affect, cet homme. C'est très étonnant. C'est un cynique qui n'a pas d'affect, qui ne pense qu'à son objectif, qui est devenu une obsession. L'Ukraine, c'est une obsession. Je veux dire, c'est psychiatrique à ce niveau-là. Il a une volonté obsessionnelle de remplacer Zelensky au gouvernement, c'est-à-dire à Kiev, de mettre un homme de paille à lui, et puis de s'occuper de l'Ukraine de telle manière qu'elle ne représente plus rien. Donc, de la rayer de la carte. C'est terrible. Donc tous les moyens sont au pouvoir. Guillaume Perrier est également en direct avec nous. Bonjour, grand reporter au point. Alors on précise que vous vous êtes rendu au Yémen, et même dans les parties contrôlées par les Houthis. Déjà, est-ce que cette information vous a surpris ? Sur le recrutement possible de combattants Houthis par la Russie, surpris non. Maintenant, évidemment, sur place, j'ai absolument pas pu ni vérifier ni corroborer ce genre d'informations. C'est tout à fait possible. Effectivement, vous venez de préciser le long historique qu'il y a par la Russie d'emploi de ce type de mercenaires. Alors, quand on parle là d'envoi de ces hommes, on ne parle pas de Houthis aguerris par les rebelles dont on parle depuis le début du conflit au Proche-Orient. On parle de quoi? De personnes qui sont de simples ouvriers, de simples agriculteurs?
Je comprends. Au sujet du recrutement dont vous parlez, dont parle le Financial Times. Voilà, parce qu'il parle de Yéménites. Et apparemment, ce sont les Houthis qui ont été à la manœuvre pour les transactions. Mais ceux qui ont envoyé, évidemment, ce ne sont pas les rebelles aguerris aux armes. Moi, j'ai aucune information sur ces informations. J'ai, comme vous, lu le Financial Times. J'ai aucune information particulière. Alors, est-ce que pour vous, quand vous avez été dans ces partis outils pour votre reportage, vous nous dites que vous avez vu les figures de Hassan Nasrallah, par exemple, le chef du Hezbollah, qui a été érigé comme un héros. Vous avez vu évidemment ces figures chiites mises en exergue. Est-ce que Vladimir Poutine est une personnalité qui est mise en avant par les outils ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'ai pas du tout entendu parler de Vladimir Poutine. Alors effectivement, je suis arrivé à Sanaa, c'était 5 jours après la mort d'Hassan Nasrallah, donc on était encore dans une période de deuil pour le régime Houthi, d'autant plus que les liens entre le Hezbollah et les Houthis sont extrêmement forts. Il y a vraiment des liens de formation idéologique, politique, militaire entre ces deux régimes. Avec la Russie, il y a de plus en plus de rumeurs et puis de faits concrets aussi qui montrent une certaine perméabilité. Il y a eu effectivement depuis 3 mois 2 visites d'officiels Houthis à Moscou. Le Wall Street Journal, ces dernières semaines, a fait part dans différentes enquêtes de fournitures d'armes au régime Houthi par la Russie, et notamment de l'implication du trafiquant d'armes international Victor Bout. Voilà, donc il y a effectivement un certain nombre de choses à souligner qui pourraient montrer que la Russie tente d'exploiter cette situation en mer Rouge et cette situation avec le régime Houthi, je dirais, pour contrebalancer, c'est une lecture qu'on peut faire, en tout cas, peut contrebalancer l'engagement occidental en Ukraine en essayant d'intervenir sur un autre front. Voilà, mais en dehors de ça, non, la population, si vous voulez, les Yéménites invoquent très régulièrement les figures d'Hassan Nasrallah ou des dirigeants du Hamas, parfois aussi des dirigeants iraniens, mais beaucoup plus rarement Vladimir Poutine. Est-ce que vous voyez justement la main de l'Iran ? Est-ce que ce serait possible il y a un contrat qui a été passé, donc tous ces contrats d'enrôlement ont été passés via une société basée à Oman. Est-ce que pour vous, il pourrait y avoir l'Iran derrière ou pas ? Oui, tout ce qui se passe à Sanaa, dans le Yémen, tenu par les Houthis, porte d'une certaine manière la marque de l'Iran. Il y a une influence iranienne dans l'organisation de ce régime. Ne serait-ce que dans les images que vous êtes en train de montrer à l'antenne, on voit tout à fait cette influence dans l'armement, l'équipement militaire, encore une fois, l'organisation de cette milice Houthi, tout ça porte la marque et l'influence de Téhéran. Donc ce genre de manœuvre, ce genre de stratagème peut tout à fait avoir bénéficié de la complicité de Téhéran. Il faut rappeler que le régime Houthi est un régime isolé sur lequel il y a quand même un embargo. Je me suis rendu par exemple au port d'Hodeïda sur la mer Rouge, qui est soupçonné d'être l'une des portes d'entrée pour éventuellement bénéficier d'aide en armes en provenance d'Iran. Bon, il faut savoir que c'est quand même extrêmement compliqué de faire entrer des containers sur ce port. Les navires sont fouillés à Djibouti avant de pouvoir accéder aux côtes yéménites. Donc évidemment, il y a des circuits de contrebande. Ça passe d'ailleurs plutôt par Oman, effectivement. Ça peut venir de l'Iran, ça peut venir de beaucoup d'autres pays. Je dirais qu'il y a aussi des pays qui sont peu regardants et qui pourraient bénéficier de cette situation pour commercer illégalement des armes ou d'autres choses. Ça veut dire qu'au Yémen, sans le soutien de l'Iran, le régime Houthi s'effondrerait, selon vous ? Non, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, le soutien de l'Iran, il est évidemment symbolique, il est idéologique, il est très important, mais économiquement, il est assez limité. La situation du Yémen est d'ailleurs catastrophique sur le plan humanitaire et sur le plan économique. Donc, si effondrement il aurait dû y avoir, je dirais qu'il y avait déjà tous les ingrédients ces dernières années pour que ça soit le cas. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, on a un enfant sur 2 qui est en état de malnutrition.
on a 90% de la population du pays qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc le Yémen est déjà dans un état absolument désastreux. Ce régime Houthi, aujourd'hui, ne tient pas par une quelconque aide financière extérieure, si vous voulez. Il tient d'abord par la force, par la contrainte. Je ne suis pas sûr qu'une majorité de la population qui vit sous son pouvoir soit totalement partisane de ses idées, mais c'est encore une fois un régime isolé qui bénéficie aussi d'une forme d'indifférence de la communauté internationale. Ouais. Jusqu'à l'année dernière, la guerre civile au Yémen et les dizaines de milliers de morts n'inquiétaient pas grand monde. Il a fallu effectivement qu'ils profitent de leur situation géographique, stratégique, pour attaquer des navires en mer Rouge, interrompre le commerce international pour finalement attirer l'attention.